Mesdames, Messieurs, bienvenue à la suite de l'édition spéciale sur les antennes de Foyo Média. Vous l'avez bien compris, depuis plusieurs heures, nous parlons du Mali et de la Côte d'Ivoire sous la thématique qui s'affiche au bas de votre petit écran. Eh bien, qu'est-ce qui se passe entre ces deux pays quand on parle de l'arrêt mercenaires ivoiriens dans ce pays? À quoi joue la Côte d'Ivoire? C'est la grande question que l'on se pose. Plusieurs rebondissements depuis le début de cette affaire. Tout d'abord, ces personnes arrêtées qui se sont déclarées comme étant du contingent ivoirien de la MINUSCA. Après, cela a évolué. Le communiqué du gouvernement ivoirien les a finalement qualifiés de mercenaires, si l'on croit au porte-parole du gouvernement Abdoulaye Maïga, pour qui le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Eh bien, Abidjan a aussi pondu un communiqué dans lequel il intimait des ordres finalement aux Maliens de libérer sans délai et sans condition les 49 soldats. Eh bien, plus ça avance, plus beaucoup de choses se disent, et on aura un court extrait de nos confrères de la radio France nationale également, où la MINUSMA s'est désolidarisée en tout cas de ce qui avait été dit par les autorités ivoiriennes. Voilà ce qui nous intéresse. Eh bien, accueillons nos invités pour en parler dans les secondes qui suivent. Voilà. De revenir sur ce direct, il y a quelques heures, vous aviez sur ce même plateau Siké Ndoumbe avec à ses côtés plusieurs grands analystes de la question, des questions géopolitiques. Et là, on parle de deux pays africains. Deux pays africains, la Côte d'Ivoire et le Mali, pour ne pas les citer, qui aujourd'hui se trouvent à couteau tiré dans une question relative à la déstabilisation. Eh bien, pour en parler, comme je le disais, on va accueillir Jonathan, qui est un sociopolitique. C'est bien ça, Jonathan Patengué? C'est bien ça, Bachir. Voilà, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, Bachir. Bonsoir à toute l'Afrique. Bonsoir particulièrement aux forces de sécurité et de défense du Cameroun qui, hier, ont éliminé le fameux terroriste Phil Marshall. D'accord. Voilà, je vous vois tout joyeux. J'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne parce qu'on l'a annoncé mort plusieurs fois. Non, là, il y a les images. Très bien, il n'y a pas de problème. Félicitations aux forces de l'ordre. Merci. En tout cas, nous parlons des forces de l'ordre et c'est ce qui va d'ailleurs nous conduire aussi au Mali. On va saluer la présence parmi nous de notre doyen, ce panafricaniste par essence et par excellence. Depuis le matin, il est sur les différents plateaux pour nous faire comprendre les enjeux de ce qui se passe au Mali. Saluons donc sa présence. Patient Parfendon, bien le bonsoir. Bonsoir, Mohamed Bachir Dadan. Bonsoir aux jeunes loups, ou dans quelle langue, Jonathan Batenguene. Et bonsoir à tous nos valeureux techniciens, à toute la grande famille For You, qui ne cesse de prendre, de grossir, de faire beaucoup de bébés. Ouais. C'est une très bonne chose pour, n'est-ce pas, cette télévision panafricaine, et merci pour cette invitation. En tout cas, tout l'honneur, il est pour nous, Patient Parfum. Donc, vous avez mis de côté toutes vos activités et vous nous dites quelque chose se joue au Mali. Alors, parlant du Mali, notre cher Issa Diawara est également avec nous. Issa Diawara, bonsoir, cher ami, merci d'être là pour parler de l'actualité en rapport avec votre pays. D'accord, la liaison avec le Mali, ça traîne un tout petit peu, mais je crois qu'avec le Burundi, tout y est. Delphin Mouyempondo depuis Gitega. Bonsoir Delphin. Cher frère Bachir, je m'excuse du retard, j'étais en train justement de m'empresser de me connecter, comme tu peux le voir, j'ai encore le casque sur mes épaules. Donc merci de m'accueillir et je vais découvrir sûrement mes autres frères au cours de l'émission. Donc, je salue toute la galaxie panafricaniste qui nous suit et j'espère être utile une fois de plus ce soir. Rien raté, rien raté. Alors, on va passer deux éléments. Le temps pour nous de revenir vers nos invités. Le premier, il est signé d'une dédie foot à la rédaction de Foyo Média. Et le second, quand on reviendra, ce sera la dernière information venant de nos confrères de Radio France Internationale, RFI. Eh bien, on va écouter tout d'abord ce que nous dit Ndedi Foot. Trêve de silence pour le gouvernement malien dans l'affaire d'absto militaire ivoirien
interpellé à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako. Le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a apporté des précisions sur l'affaire. Ces militaires, dont une trentaine de forces spéciales, étaient en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation. 2. La profession réelle des militaires était pour la plupart dissimulée. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, chauffeurs, maçons, mécaniciens, vendeuses, électriciens, vigiles, peintres, et j'en passe. 3. 4 versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés pour justifier leur présence sur le territoire national, à savoir une mission confidentielle, la rotation dans le cadre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne Sahelian Aviation Services et la protection du contingent allemand. Pour en savoir davantage sur ces intrus, des responsables des forces de défense et de sécurité maliennes ont contacté leurs homologues de la Côte d'Ivoire, mais également des responsables de la MINUSMA qui ont tous affirmé qu'ils ignoraient quelconque mission. Et donc, après une analyse des faits, des manquements et infractions ont été relevés. La non-information du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale par les canaux officiels au sujet d'un déploiement de militaires ivoiriens. 2. La violation flagrante des dispositions de l'article 38 du Code pénal malien incriminant les atteintes à la sûreté extérieure de l'État, dont l'atteinte à l'intégrité du territoire. Au regard de ce qui précède, le gouvernement de la transition considère donc les 49 militaires ivoiriens comme des mercenaires avec pour objectif de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Ces militaires ivoiriens seront donc jugés au Mali tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Juste après, donc, le communiqué du gouvernement malien, la Côte d'Ivoire a également parlé à travers un communiqué à l'issue d'une séance de travail au palais de la présidence, c'est-à-dire la présidence de la République. Eh bien, dans ce document, les autorités ivoiriennes intiment des ordres aux autorités maliennes de relâcher sans condition et sans délai ces soldats qui leur reconnaissent leur appartenir et dont le communiqué précisait en tout cas qu'ils y étaient justement dans le cadre d'une mission d'appui à un autre de leurs contingents, comment dire cela, une mission de relais, voilà, à une autre de leurs équipes qui étaient sur place. Eh bien, mais quelques heures plus tard, à travers les ondes de Radio France Internationale, on a appris ceci. À une union sacrée autour de l'intérêt supérieur de la nation, dans son adresse à la veille de l'Aïd El-Kébir le 8 juillet 2022, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, comme le souligne un adage bantou, a vu de loin le projet funeste qui était d'ores et déjà réservé au Mali. Voilà, je crois que là, ce n'est pas l'élément demandé, mais on y reviendra dans les secondes qui suivent. En tout cas, notons tout simplement que dans cet élément de Radio France Internationale, il était question pour la journaliste de dire que l'ONU ne se reconnaît pas dans ses soldats de toutes les façons. Après investigation sur place au Mali, ils se sont rendus compte qu'il ne s'agissait pas des soldats qu'ils attendaient de toutes les façons. Pour le dire de la manière la plus simple, on retrouvera l'élément dans quelques secondes. Jonathan Batengene, je ne vous ai pas trop entendu depuis hier, on devait justement discuter de tout cela. L'actualité a fortement évolué, Jonathan Batengene. Alors, quelle est votre lecture, votre nouvelle lecture, puisque l'évolution, il y a eu beaucoup de rebondissements dans cette affaire? Bachir, j'ai une lecture qui est restée la même depuis avant-hier. C'est-à-dire? Tentative de coup d'État, mission, c'est une mission en couverture qui était menée par les forces spéciales ivoiriennes. Oui. C'est une mission qui leur a été confiée
Et je profite parce que là, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que les forces spéciales ivoiriennes. Les forces spéciales ivoiriennes, c'est une continuité des forces spéciales françaises. Sur le continent africain, les forces spéciales françaises forment les forces spéciales gabonaises, les forces spéciales camerounaises, les forces spéciales ivoiriennes. Et pour ceux qui ne le savent pas, les forces spéciales camerounaises, c'est un petit contingent qui a été formé par les forces spéciales françaises, mais qui n'a pas la primauté dans les zones de combat, les zones de conflit. Parce que pour leur déploiement, et c'est ce que les militaires camerounais trouvent un peu étrange, il faut avoir l'autorisation de Paris. C'est très important de savoir ça. Pour que les forces spéciales, entraînées par les forces spéciales françaises dans les pays francophones, se déplacent, il y a les forces spéciales également sénégalaises. Si les forces spéciales d'un de ces pays se déplacent, ça veut dire que Paris a donné son aval. Comment donc 31 commandos des forces spéciales de la Côte d'Ivoire ont pu se mettre en branle sur un théâtre d'opération sans respecter ce protocole? Sauf à dire que Alassane Dramane Ouattara serait le plus grand panafricaniste de l'histoire. Nous ne pouvons qu'y voir la connivence de Paris. C'est du cinéma auquel veut nous livrer RFI, Radio France Internationale. C'est une manière de dédommager Paris. Mais pour ceux qui savent comment se met en branle le mécanisme de déploiement des forces spéciales, il s'agissait d'une mission de combat dissimulée qui devait être portée par des forces hautement entraînées parce que les Ivoiriens, chaque fois qu'ils vont au concours, parce qu'ils font leurs entraînements beaucoup plus au Gabon, quand ils vont au concours au Gabon, les Ivoiriens sortent parmi les meilleurs. C'est les seuls d'ailleurs qui challengent les Camerounais. Et les Ivoiriens ont donc la capacité, avec leurs forces spéciales, de mettre en difficulté les forces conventionnelles maliennes. Les Ivoiriens ont sous-traité cette mission pour l'OTAN. Il faut le dire clairement. L'Allemagne qui veut démentir, c'est du blablabla. Pourquoi, Bachir? Dans le mécanisme des missions qui sont dissimulées, des missions qui ne sont pas annoncées, on prévient l'agent des forces spéciales qu'il ne sera pas reconnu par son État en cas d'échec, en cas d'arrestation là-bas. En fait, on lui donne une nouvelle identité. Sauf qu'ici, on leur a... Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. On leur a donné des passeports civils. Des militaires ont des passeports civils avec des identités nouvelles, des fonctions, des professions qui ne sont pas les leurs. Si Bachir, ce n'est pas une mission dissimulée, c'est quoi? Pourquoi cacher leur identité? Il s'agissait d'un commando qui avait des relais, qui a des relais. Pas, je ne dis pas qui avait, qui a des relais à Bamako et qui était entraîné pour qu'avec ces relais, il mène des actions fortes. Mais Bachir, ce qui est effrayant dans cette affaire, c'est que quand vous vous souvenez de ce que disaient les Nations Unies, qu'il ne faut pas que les militaires candidatent à la présidence à la fin de la transition, vous comprenez qu'on s'apprêtait à vivre un massacre du côté de Bamako. Écourter la transition complètement? Écourter la transition, mais pas seulement. Il s'agissait de massacrer chaque colonel qui a participé à la révolution. Ce n'est pas seulement le président Assimi Goïta. C'est un coup d'État qui devait ôter la vie de plusieurs militaires, y compris certains civils. Si vous suivez l'échange entre Boubou Cissé et Alassane Ouattara, vous comprenez beaucoup de choses. Alassane Ouattara remet en question la position de Choguel Kokala Maïga, qu'il présente comme un idéologue qui va dans un trou populiste. Oui, c'est populiste, où il ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Ça veut dire qu'au niveau de l'OTAN, la tête de Choguel Kokala Maïga est mise à prix. Monsieur Alassane Ouattara est simplement l'exécutant local d'une grande mission qui lui a été commanditée par l'OTAN. Les États-Unis ont pris le contrôle des choses. Souvenons-nous d'une chose. Les États-Unis à Cuba ont manqué 498 coups d'État. Fidel Castro n'est pas mort de mort naturelle parce qu'il était simplement
un homme qui vivait une vie paisible. Il a échappé à 498 coups d'État. C'est l'un des chefs d'État qui a le plus risqué sa vie au pouvoir. Équipe commanditait les coups d'État. Les États-Unis. Les États-Unis sont en train de travailler avec la France pour éliminer les militaires de Bamako. Nous avons dit que la réouverture des frontières ne devait pas seulement augurer une respiration pour l'économie malienne. Oui. C'était des nouvelles zones d'attrition du point de vue sécuritaire qui étaient ainsi créées. Le maintien de la MINUSMA lors du dernier Conseil de sécurité, c'était une stratégie. Parce que ces soldats venaient sous la couverture de la MINUSMA. Oui, ils devaient travailler là-bas. Et d'ailleurs, les autorités maliennes doivent s'intéresser à tous ceux qui déclarent être des peintres, des maçons, des agents de nettoyage dans ces affaires de MINUSMA. Beaucoup de forces spéciales sont déjà entrées sur le territoire malien sous ces couvertures. Même parmi le personnel diplomatique, plusieurs personnes ont ces statuts. Oui. C'est des missions dissimulées et c'est des missions classiques chez les forces spéciales. La Côte d'Ivoire n'a rien fait qui est anormal. Le premier communiqué qui visait à dénier la présence de soldats ivoiriens, c'est le mécanisme normal en cas d'intervention des forces spéciales dans une mission dissimulée. Très bien. Le deuxième élément, vous allez voir que le Conseil de sécurité ivoirien se réunit, il ne signe pas un document, et c'est le secrétaire général de la présidence qui commet le communiqué, coordonnateur des renseignements dans les pays francophones. Ça veut dire que l'affaire est gérée par les services de renseignement ivoiriens. Un autre élément, vous voyez la protestation, le retour de la Côte d'Ivoire. Bachir n'est pas exclu. Et ça, nous le disons toujours aux Maliens. Il n'est pas exclu que la Côte d'Ivoire vise une escalade. C'est-à-dire dans la position actuelle où ces militaires ont été pris. La France et l'OTAN leur dit, vous pouvez même monter les enchères. Demandez à récupérer vos soldats et on passera à la phase militaire. Il y a effectivement dans ce que le ministre, c'est un lien avec ce que le ministre espagnol avait dit quand il avait lâché le plan de l'OTAN sur le Mali. Il avait dit que le Mali bientôt connaîtrait la guerre, une intervention de l'OTAN. Il n'est pas exclu que c'est le schéma qui a été dessiné et on est en train de s'acheminer vers. Merci Jonathan Batengene. Alors, Abolo, à la réalisation, est-ce qu'on peut avoir l'élément de RFI? Est-ce qu'il est prêt? D'accord, on y va. On va le jouer avant de passer la parole à Delphin et ensuite à Patient Parfendom. Fait et confus, c'est l'état d'esprit des diplomates de la plupart des pays concernés par cette affaire. Prévenu bien en aval de l'arrestation des 49 Ivoiriens, l'ONU a lancé hier ses équipes vérifier différentes pistes et incohérences sur place, mais après avoir épluché les fichiers de personnel, elle en est sûre, ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien de NSE, comme l'a stipulé pourtant le Conseil national de sécurité réuni sous la houlette du président Ouattara hier à Abidjan. RFI en a eu la confirmation exclusive. Impossible de fait pour New York de déterminer dans quel cadre ces soldats ont été dépêchés à Bamako, ni leur lien contractuel avec la société censée les embaucher, Sahel Aviation Service. Les armes du contingent transporté dans le deuxième avion n'auraient ainsi, par déduction, jamais été autorisées par les Nations Unies non plus. Le ministre des Affaires étrangères malien est actuellement à New York pour un forum sur le développement durable. Il pourrait évoquer ce dossier avec le secrétariat de l'ONU qui, de son côté, est soucieux de préserver la dynamique positive mise en place au dernier sommet de la CEDEAO. Karine Houghton, New York, RFI. Merci donc à vous au niveau de la réalisation pour cet élément. Delphin Moyempoundou depuis Gitega. Delphin, beaucoup de rebondissements finalement dans cette affaire. Ça, c'est la dernière en date. Et il faut bien rappeler que selon les éléments en notre possession, l'Allemagne aussi dit ne pas se reconnaître en ses soldats, selon un dernier article que nous avons reçu de Libération. Oui, merci une fois de plus de me redonner la parole. D'abord, je vais marquer un temps d'arrêt pour transmettre mes salutations à mes frères sur le plateau que tu as mentionné, mon cher Bachir. Donc, sans toi saluer avec respect et chaleur, mon cher frère Batengene, ainsi que notre grand frère, M. Ndom. Et j'ai cru comprendre que le frère Diawara allait nous rejoindre. Donc, je vous salue tous. Donc, je reviens sur le sujet.
Eh bien, Batengene a su entrer en la matière comme il fallait. Les déclarations du gouvernement allemand, les déclarations qui viennent de l'ONU, tout ça montre que, eh bien, M. Ouattara s'est pris les pieds dans le tapis. Et à partir de là, ils sont en train d'essayer de se couvrir les uns les autres. Et ça marche toujours de cette façon-là, dans ces choses-là. Chaque fois que l'un d'entre eux est pris, eh bien, chacun, tour à tour, essaye de se défausser. Je vais donner un exemple qui va donner un peu de l'eau au moulin de Batengene. Il y a un monsieur qui s'appelle Eliyahu Ben Shaoul. Les gens ne le connaissent pas parce qu'il a eu une vie secrète, mais en fait, ce monsieur a joué un rôle décisif dans ce qu'on appelle la guerre des 6 jours. Monsieur Batengene disait tout à l'heure que les éléments de sécurité du Mali doivent redoubler de vigilance et surveiller jusque carrément dans les ambassades. Le monsieur dont je suis en train de parler, il a fait quoi? C'est un ancien espion donc du Mossad. Il est parvenu à intégrer le gouvernement égyptien jusque dans ses hautes sphères. Et pendant 4 ans, il a photographié, c'est-à-dire il a bâti une cartographie de l'Égypte qu'il transmettait de façon régulière à ses supérieurs en Israël. Et toutes ces informations qu'il a eu le temps de construire, d'argumenter, d'annoter et puis d'envoyer, eh bien, ont structuré le plan d'attaque de l'armée qu'on appelle Sahel. Et c'est comme ça que Israël a gagné la fameuse guerre des 6 jours. D'ailleurs, on ne l'appelle pas guerre des 6 jours par hasard, c'est qu'elle n'a pas duré. Elle n'a pas duré justement parce que M. Eliyahu Ben Shaoul, que l'on appelle de façon plus générale M. Eli Cohen, eh bien, il a pu transmettre les informations. Donc, ces gens qui ont été arrêtés du côté de Bamako auraient pu jouer ce genre de rôle. Ils auraient pu s'infiltrer jusque dans l'appareil secret de l'État malien, aussi bien dans le domaine militaire, dans le domaine économique, et détruire tous les efforts que nous avons mis, je me mets modestement dans le lot, que nous avons mis du temps à mettre sur pied. Ils auraient pu nous ramener 2-3 ans en arrière. Mais d'un autre côté, je ne suis pas très inquiet parce que la présence des troupes russes et algériennes sur le sol malien participe justement à contrer ce genre d'infiltration. L'enregistrement dont parlait M. Batengene du sous-préfet de Côte d'Ivoire avec un autre sous-préfet malien du nom de Aliou Boubou Cissé montre que l'apport russe eh bien, permet de ne pas justement, ou du moins de limiter ce type d'infiltration. Mais il n'en demeure pas moins que il faut vraiment, et là je suis d'accord avec Batengene, il faut vraiment que les services de sécurité du Mali augmentent leur masse de travail, parce qu'en fait, les véritables choses commencent maintenant. Maintenant que Barkhane a été humilié, je regardais encore il y a quelques heures sur France 24, France 24 parle d'humiliation. Ils ne veulent plus subir le même sort, par exemple, au Niger, que celui qu'ils viennent de subir du côté de Bamako. Je sortirai, pour ne pas trop garder le micro lors de mon premier jet, comment dire, c'est une forme de coup de gueule. Batengene a dit une chose, il a dit que les troupes donc secrètes du Cameroun ou du Gabon ou d'autres doivent recevoir l'aval des troupes secrètes françaises. Franchement, mes chers frères, là aussi c'est un autre chantier dans la zone CFA qu'il faudra vraiment travailler. Pour quelqu'un comme moi qui est en dehors de la zone CFA, j'ai failli avoir un AVC en fait en entendant ça. Ça veut dire que ce nain géopolitique qu'est l'Élysée est parvenu à tellement s'infiltrer dans vos systèmes étatiques qu'il décide du mouvement de vos militaires, de vos policiers. Franchement, ça, c'est inadmissible.
Donc, je rends le micro et puis je reviendrai après. Moyen Pondo depuis Gitega au Burundi. Alors, patient parfait d'homme m'autorise à donner la parole d'abord à nos téléspectateurs. Marc qui nous appelle depuis la France. Justement, on y va avec Marc. Bonsoir Marc, merci de nous retrouver à cette édition spéciale. Vous avez la parole, cher ami. Marc, bonsoir, vous m'écoutez? Allô, Marc? Alors, on n'a pas le retour audio de Marc sur le plateau. J'espère que tout va bien de l'autre côté. Eh bien, on revient donc sur le plateau avec Patient Parfait d'Homme. Patient Parfait d'Homme, le matin, vous étiez là. Vous nous avez régalé. En tout cas, il y a eu beaucoup de personnes qui vous suivaient sur toutes les plateformes. Alors, en ce moment précis, comme je le disais, plus on avance, plus il y a des rebondissements. Et du coup, est-ce qu'on a envie de dire le masque est finalement tombé? Bon, écoutez, cher ami Bachir, nous sommes aux nouvelles dans les réactions et la résistance africaine vis-à-vis de tous ces complots, oui, mais aussi de cette tentative de déstabilisation de cette nouvelle réalité à la fois politique et militaire dans notre continent. Nous sommes en guerre. Voilà. Ce que nous avons eu dernièrement avec la levée des sanctions de la CEDEAO est nous avons une victoire, mais c'est une bataille qui a été gagnée. Ce n'est pas encore la guerre qui est gagnée. Oui. Et en fonction de chaque étape de cette confrontation, les uns et les autres vont essayer de monter en puissance pour qu'il y ait encore davantage de difficultés à notre résistance. En nous, de pouvoir nous armer aussi suffisamment, de pouvoir être vigilants le plus poussé possible, la manière la plus j'allais dire, puissante, pour nous mettre à l'abri de cette réaction de nos ennemis qui ne veulent pas du tout entendre qu'en Afrique, il y a enfin une véritable volonté des dirigeants africains, qui qu'ils soient, de leur tenir tête. Je commence par dire à nos téléspectateurs que je reviens un peu en arrière dans l'histoire. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, je reviens là-dessus. Quand M. Focard, en complicité avec l'État français, décide d'aider la sécession de Biafra au Nigeria pour obtenir la sécession du Nigeria, toutes les forces et les moyens qui ont été mis à la disposition de Focard pour aider le général Djoukou dans ce funeste projet étaient complètement sous, comment dire ça, dans un blackout total. L'État français ne se reconnaissait pas dans cette aventure. Or, c'est lui qui avait donné le OK. C'est ce qui peut justifier, à mon sens, dans un premier temps, le premier communiqué qui a été produit au niveau d'Internet. Comme il était truffé de contradictions et de non-sens, on s'est dit, ah, c'est dangereux. On a donc convoqué... Celui qui démontrait que le ministre de la Défense a envoyé une lettre au chef d'état-major général des armées avec la liste, c'est ça? Oui. D'accord. Le premier communiqué. Le premier communiqué ivoirien. Oui. Ivoirien. Après, on nous a dit non, ce n'est pas un communiqué, il n'est pas signé, etc. Parce que là, le bandit était pris la main dans le sac. Okay. Il fallait donc essayer d'essayer de se sortir de cette quadrature du cercle-là, parce que là, maintenant... il n'y avait pas moyen de faire autrement. On a donc convoqué cette fameuse réunion du Conseil de sécurité ivoirien. Et cette réunion-là a pondu le texte que nous avons. Oui. Mais ce texte aussi est curieux. Oui. C'est un texte qui ne porte pas le sceau, n'est-ce pas, comment dire, de l'emblème de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, et pourtant, il faut bien préciser, c'est une réunion qui s'est tenue à la présidence de la République. Mais c'est très grave ce qui se passe. Oui. Premièrement. Deuxièmement, c'est un texte qui est signé par le secrétaire général, vous dites mais il n'y a que son nom, je ne vois pas une signature de lui. Aucune signature. Bon. Alors, c'est quoi? Ce sont des méthodes de barbouze. Les raisons qui sont évoquées, qui expliquent le déplacement de cette force-là. Oui.
l'un des arguments qui m'a paru superflu, c'est qu'au-delà de la sécurisation de cette compagnie aérienne, elle avait aussi pour mission de sécuriser les forces allemandes qui étaient au sein de la MINUSMA. Tout à fait. Mais c'est la première fois que je vois des militaires dont la sécurité est assurée par d'autres militaires qui jouent les vigiles. Vous avez déjà vu ça? C'est la 4e version. Vous avez déjà vu ça? Voilà. La 4e version. Des soldats africains. Mieux. Oui. Le gouvernement ivoirien est bien conscient des rapports tendus avant cet épisode qu'elle entretient avec le gouvernement malien. D'où vient-il que le gouvernement ivoirien accepte de lancer une opération comme celle-là avec des militaires, qui ont des passeports fraîchement établis, 2, des passeports dont les indications, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'identité des individus, sont aussi superflues. Chauffeurs, maçons, pour des militaires professionnels, étudiants, mais c'est incroyable. C'est tout simplement surréaliste ce que nous vivons là. Je pense que, et mieux, l'ONU, on demande à l'ONU, est-ce que vous avez prévu une rotation des forces? Nous, on ne connaît pas cette histoire-là. Là maintenant, l'Allemagne vient aussi de se rebuffer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, cher Bachir, qu'en réalité, l'Occident cherche à créer une situation de tension extrême pour provoquer une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Très bien. Parce que la position malienne aujourd'hui inquiète beaucoup l'Occident. Quand l'Occident tout entier, les États-Unis d'Amérique en premier, sont obligés de partir comme des petits voleurs d'Afghanistan la queue entre les jambes, après 20 ans de présence là-bas, vous avez vu dans quel débâcle ils sont partis en laissant l'armement, comme le font aujourd'hui, n'est-ce pas, les soldats russes quand ils sont acculés par la Russie. Les soldats ukrainiens. Les soldats ukrainiens, quand ils sont acculés par la Russie. Mais l'opinion américaine était vent debout. C'est pas possible. C'est pas l'hyperpuissance américaine qui peut être défaite comme ça. Biden fait un communiqué. Il dit, ne vous en faites pas. Ce que nous avons perdu en Afghanistan, nous allons le récupérer au niveau de l'Afrique. Donc notre nouveau chantier, c'est le continent africain. J'ai dit, voilà, la guerre a commencé. Mieux, le G7 se réunit. Le G7 décide de lever des fonds, un financement de 600 milliards de dollars qui seront destinés prioritairement au continent africain. Avec pour objectif de contrer l'influence militaire et l'influence tout court et de la Chine et de la Russie sur le continent africain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique qui est le ventre mou de la géopolitique mondiale va être le continent du désordre, de la guerre organisée et de tout ce que vous pouvez constater comme situation ne nous permettant pas de reprendre notre destin en main. Et la meilleure façon de faire cette guerre, c'est de mettre en confrontation les frères. La première opération du Golfe. Iran-Irak. Non. L'Irak et le Koweït. Vous savez qu'à l'époque, Saddam Hussein, il est ami avec les Américains. Il leur pose la question. Première opération, tout à fait. Si je tente l'affaire là, quel est votre point de vue? On dit que non, il n'y a pas de problème, non. Ni vu ni connu, tu peux faire ton opération. Et la preuve, ils rappellent leur ambassadeur. Ils laissent Saddam Hussein seul face à son destin. Quand Saddam Hussein a déclenché l'opération, c'est fini. C'était l'opération, je crois, tempête du désert. Oh, un criminel, un dictateur qui est en train de s'attaquer à un pays paisible. Les Américains rentrent dans le jeu. Pourquoi? Parce qu'ils lorgnaient, n'est-ce pas, le pétrole côtien pour faire même basse dessus et essayer de détruire aussi l'Irak. Ils se sont dit, nous avons réussi à faire à moitié. Ils vont revenir à la charge plus tard avec cette opération-là pour en fait maintenant tuer Saddam Hussein, détruire l'Irak et tuer Saddam Hussein de la manière qu'on connaît. Mais plus avant, il y avait la guerre Iran-Irak. On fait confronter deux pays qui n'avaient aucun problème dans le fond. Et on a vu les conséquences de cette affaire-là. Je pense que les gens qui étudient la géopolitique mondiale, je vais être simple aujourd'hui, doivent comprendre que ce qui se passe sur le plan international en Ukraine, la question de Taïwan, va rejaillir sur le continent africain. Parce que les États-Unis et l'Occident n'ont pas un autre espace aussi grand qui leur permet d'avoir les ressources en hommes, en matières premières stratégiques pour continuer, n'est-ce pas, de s'opposer aussi de manière frontale comme ça avec
les nouvelles puissances émergentes. Pour le faire, il faut qu'ils aient des espaces où qu'ils dominent de manière outrancière sur notre continent, dont des hommes liges à la tête de nos États. Je suis convaincu qu'à l'heure où nous parlons, même M. Ouattara est complètement malheureux. Parce qu'on dit, oh petit, on ne t'a pas installé là pour faire le guignol. Pousse les pions. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de cette guerre-là pour remettre les pendules à l'heure et justifier l'existence d'un monde unipolaire qui est notre base, n'est-ce pas, de domination géostratégique. Or, avec la possibilité pour le Mali de se sortir des griffes de la France et de l'Occident, cela aura forcément des conséquences au niveau de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, etc. etc. C'est la libération totale de notre continent qui peut être déclenchée avec uniquement cette résistance malienne. Cela ne peut pas être accepté. Il faut donc donner une leçon. Il faut punir ces élèves, n'est-ce pas, comment dire ça, indisciplinés qui ne veulent pas suivre les rangs et le diktat qui est imposé par le maître. La Centrafrique est aussi dans le même bain. J'ai eu vent, il se susurre dans mes recherches dans les réseaux sociaux qu'apparemment, M. Macron doit opérer une visite d'amitié au Cameroun. Oui. Attention. Oui, Jeune Afrique l'a dit. Bon, si Jeune Afrique l'a dit, attendons. Je ne veux pas encore me précipiter au niveau des analyses, mais ça veut dire qu'au niveau de l'Occident, ça bouillonne. Or, certains ne veulent pas complètement perdre la face vis-à-vis de ce qu'ils sont en train de produire comme hérésie et comme banditisme politique. C'est le cas de l'Allemagne, qui est aujourd'hui extrêmement en difficulté, surtout l'établissement politique au pouvoir en Allemagne. Oui. M. Olaf Scholz est dans des difficultés incroyables. L'histoire du viol des femmes sort déjà. Donc, il ne veut plus s'embarquer dans des situations comme ça où la France a voulu montrer à son grand patron, que sont les États-Unis, que patron, vous avez vu, je suis en train de corriger mes erreurs. La première erreur, c'était les sanctions contre la CEDEAO qui ont fait chute. La deuxième erreur, c'était la manière dont j'ai été débouté du sol malien, ou bien c'est même la première, l'autre étant la deuxième, comme un chien galeux. Ça, je vais tout faire pour que cet espace revienne dans notre giron, dans notre espace de domination, dans notre, j'allais dire, profondeur stratégique en ce qui concerne la géopolitique mondiale. C'est ça qui justifie justement tout ce que vous êtes en train de voir là aujourd'hui. Mais une fois de plus, je sors par là pour une première fois. Je dis au peuple ivoirien et au peuple malien, ne vous laissez pas manipuler par les politiques. Ne vous laissez pas manipuler. Vous allez laisser manipuler une première fois. On vous racontait que le problème c'est qu'on ne veut pas d'Alassane Ouattara parce que c'est un musulman, parce que c'est quelqu'un du Nord. On a vu des supplétifs dans cette rébellion ivoirienne composée des Maliens venir tuer les Ivoiriens pour mettre au pouvoir cet individu. Aujourd'hui, les Maliens voient ces vérités. Alors, Ivoiriens, ne vous laissez pas manipuler pour reproduire la même bêtise. Vous, le peuple ivoirien n'a rien à voir avec le peuple malien, ce sont des peuples frères. Ce sont des ordres, des stratégies, qui sont venus d'ailleurs, qui veulent opposer les Africains. C'est ça que c'est un principe des oppositions africaines, pour continuer à jouer des pêcheurs à notre trouble et ne pas permettre à l'Afrique de reconquérir sa souveraineté. Le reste là, c'est du blablabla, mais comme on dit, papa, là où ils sont là maintenant, là, je crois qu'il y a des gens qui ont le feu aux fesses. Très bien. Et la géopolitique mondiale, aujourd'hui, nous montre que si nous sommes éveillés, si nous avons un peu de courage, si nous sommes décidés à défendre, n'est-ce pas, notre liberté, je peux vous dire, et notre indépendance, que même la main de Dieu sera dans l'affaire là pour nous aider de l'avant. On dit aide-toi et le ciel t'aidera, même si ce n'est pas biblique, c'est ce que les Africains doivent faire aujourd'hui. Sous notre cieux, j'allais dire Amen. Merci en tout cas, Passion Parfait d'Homme. Eh bien, donnons la parole à ces téléspectateurs. Ils sont nombreux. Je ne sais pas comment on va faire avec vous, messieurs. Essayons de donner 2 minutes à chacun. Comme ça, on va vous prendre au maximum. Au maximum. Alors, je crois que c'est Jean Sakponou qui est au bout du fil. Oui, Bachir. Jean, bonsoir. Vraiment, on n'a pas assez de temps, c'est vrai. Et c'est difficile quand même, on va se faire comme ça. Oui, Bachir, il faut appeler chien, chien, chat, chat. Okay. Est-ce qu'il y a un contentieux entre la Côte d'Ivoire et le Mali pour que celui qui se dit président de la Côte d'Ivoire décide de comploter, d'attaquer le Mali? Non. Comme
Et l'autre là, d'abord, comme Parfait vient de le dire, nous sommes les mêmes peuples répandus autour des fleuves et des lacs. Alors, nous sommes les mêmes. Effectivement, ce qui se passe, il faut appeler chien, chien, chat, chat. La France, qu'est-ce que la base militaire française cherche en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que l'OTAN cherche au Niger? Et Guterres vient encore dire qu'on n'a qu'à venir aider le Niger. Vous voyez, le Mali sait ce qui se passe. Le Mali sait que le peuple ivoirien n'est pas son ennemi. Et le peuple malien sait que ce n'est pas le peuple ivoirien qui est son ennemi, mais c'est la France. Donc on va bombarder la France. On va planifier, écoutez bien, appelez chat. On va planifier bombarder leur base militaire. Bachir, ce n'est pas appeler la guerre. Parce que c'est ça qui constitue les menaces des peuples africains. N'ayons pas peur de le dire. Il n'y a rien qui oppose les peuples africains. Outre que ces bases militaires-là, Babou a dit, que cherche la base militaire française en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui? Il n'y a pas de réponse. Mais pourquoi vous allez passer autour du pot? Les 6 mois prochaines seront ces bases-là. Les bases de l'OTAN en Afrique. Et je vous l'ai dit, ça c'est la guerre. Comme le dit Dia, notre frère Toba, notre frère Batakani le dit. Et notre cible c'est l'OTAN. Ça, il faut être clair là-dessus, Bachir. Il ne faut pas marcher. Et parfait, il faut utiliser ta foi ici. Tu parles de Dieu. Il y a une justice divine qu'il faut rappeler aux gens que quel que soit ce que nous faisons, n'oublions pas que cela viendra certainement, la justice divine. Ce que l'Occident fait en Afrique aujourd'hui, c'est de trop. La justice va s'appliquer. Wait and see, que Dieu bénisse, nous sommes en guerre. Merci Jean Sacpono pour la contribution depuis les États-Unis d'Amérique. On reste au téléphone. Le prochain appelant, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Allô? Oui, Lamine oui, Diop. bonsoir, Bachir. Oui, Lamine, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Bachir, mes chers panélistes, Batengene, je crois que j'ai vu Delphin, mon petit frère, là, et monsieur Pasteur, monsieur Parfandam, hein, il pourrait être mon père d'ailleurs, un grand bonsoir à eux, et puis l'ensemble des téléspectateurs et des auditeurs de Foyo, et puis Bachir, il faut le dire, hein, c'est vrai qu'au départ, les directs sur Facebook tapaient dans les entours de 70, enfin de 70 personnes en direct live, en sachant que Facebook rabote, mais là aujourd'hui vous tapez dans les 700, il faut le dire, du bon travail qui a été réalisé quand même en peu de temps, on a un direct qui fait du 700 téléspectateurs. Bref, en tout cas, moi j'ai pas grand chose à ramener comme réfutation à propos des analyses des panélistes, ils ont été vraiment en diapason avec les thématiques. Cela étant, écoutez Bachir, mes chers panélistes, avec ces Occidentaux et leurs clébards de service, ils n'assument jamais leurs faits en public. On a l'impression, au fond, ce qu'ils décident et ce qu'ils font en Afrique noire désappointe, exaspère, voire affole leurs populations respectives. Et donc, il faut les maquiller. Autrement dit, ce sont des courageux menteurs clandestins. Et bien évidemment, il y aura une prise de distance entre Draman et ses chefs. Parce que quand on utilise des méthodes sales, on n'a jamais les mains propres. Et étant donné que ces chefs veulent apparaître soi-disant comme ceux qui ont des mains propres, donc il y a une certitude que c'est mauvais pour Draman le Bouki et la France entre autres. Ça pose une grande question politique pour la suite. Alors, cette méthode utilisée pour déstabiliser Bamako, comme disait par Fandom, il faut dire, Bachir, mes chers panélistes, est d'une banalité et même d'une universalité consternante et constante. Ça ne pouvait qu'avoir qu'une issue face à... Ça ne peut avoir que ce type d'issue, en fait, je veux dire, face à une telle politique sécuritaire russo-malienne. Disons que, mon cher Bachir, à proprement parler, je qualifie cette méthode Ouattara écœurante, interventionniste et pas étonnante. Écœurante parce que fomenter un coup contre son frère de peau pour le compte de l'Occident, c'est d'abord d'une grande grossièreté et ensuite, c'est une extrême bassesse. Ensuite, interventionniste parce que le groupe de mercenaires déguisés en question n'était pas n'importe quel groupe de soldats. C'était au cœur des forces spéciales de la garde présidentielle. C'est Draman Ouattara, c'était le palais présidentiel d'Abidjan, c'était pour préparer un coup ou encore appuyer les traîtres internes. Donc, c'était tout sauf anecdotique. Et donc, ça met en cause l'État ivoirien, son chef,
et la sécurité de l'État malien, y compris le bon fonctionnement de ses institutions. Et naturellement, c'est un délit. C'est une atteinte à la sécurité d'un État tiers, c'est-à-dire le non-respect au droit de la délimitation territoriale et souveraine. Enfin, pas étonnant, parce qu'on appartient à une organisation sous-régionale avec des larbins de services officieux de l'État central français et compagnie, tels que Draman Ouattara le-Bouki, quelqu'un qui est un menteur monomaniaque et qui est de nature antipathique à l'égard du patriotisme et de la fierté du peuple noir, eh ben, on s'expose à être trahi et infiltré pour le compte d'autrui. Le Mali a été infiltré. Mais grâce à la politique militaire et sécuritaire russo-malienne, ils ont été contenus. Et j'espère bien que Bamako reverra sa politique étrangère vis-à-vis d'Abidjan en l'orientant plus encore offensive que défensive. Suivez mon regard, mes chers. Le Mali peut servir de base arrière pour liquider ce produit toxique de la sous-région. Merci de son émission. À bientôt. Allez, merci Lamine Diop. Vous avez bien fait chuter parce qu'ils sont nombreux à votre suite. Justement, il y a Idriss d'Espagne. Il y a Jimmy également. Alors, on commence par celui d'Espagne, c'est ça? D'accord. Idriss. Bonsoir, Idriss. Bonsoir, M. Bassir et tous les téléspectateurs de Fario. Je vous appelle depuis en Espagne, je suis malien, résident en Espagne. Merci. Bon, par rapport à cette situation-là, entre les deux États, entre Mali et la Côte d'Ivoire, je voulais m'exprimer un peu et donner mon point de vue. Je vous en prie, allez-y, vous avez la parole. Bon, depuis la levée de l'embargo à l'État au Mali, il y a une erreur fatale que l'État a commis. Il devrait pas, quand l'embargo était enlevé, il devrait faire un état d'urgence pour contrôler toutes les frontières aériennes et terrestres. Si les policiers qui ont intervenu arrêté ces mercenaires ivoiriens, s'ils n'étaient pas vigilants, ils allaient être introduits dans les populations. Ils allaient commettre des dégâts très très graves et après on va accuser l'armée malienne de massacrer sa propre population. Parce qu'il y a un plan, un complot qui a été mis en place pour que les manifestants, ceux qui sont contre l'État malien actuel, l'autorité de transition, ils allaient se soulever et ces mercenaires qui sont rentrés, ils allaient se déguster aux militaires maliens et tirer ces manifestants et après on va accuser l'armée malienne. Là, l'ONU va intervenir ou soi-disant OTAN et l'autorité transitoire de Mali, ils ont massacré leur population, leur propre population. Donc, il est temps d'aller intervenir pour sauver les populations maliennes qui sont contre l'autorité de transition. Idriss, pour votre contribution. Merci infiniment, Idriss, pour cette contribution. C'est vrai qu'une fois que les forces spéciales sont dans le pays, tous les scénarios, tous les différents scénarios sont possibles à ce moment-là, y compris celle de l'infiltration dans les manifestations. Alors, Jimmy nous appelle. Jimmy, bonsoir. Tous les scénarios, tous les différents scénarios sont possibles à ce moment-là, y compris celle de l'infiltration. Bonsoir, bonsoir. Alors, Jimmy nous appelle. Jimmy, bonsoir. J'ai des problèmes avec... Alors, vous baissez tout simplement le volume de votre récepteur et puis le reste, ça va aller. Bonsoir, bonsoir. C'est déjà baissé, sauf que c'est sur le micro et comme je vous dis, je suis... Ah, d'accord, je donc, vois. Voilà. Là, c'est bon? Allô? Oh, ça marche. On vous écoute, allez-y, on vous écoute. C'est bon? Oui, oui. Oui, excusez-moi, Alors... j'ai des problèmes à lui manipuler. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à l'équipe de choc, merci. Surtout aux techniciens. D'ailleurs, je vous appelle.
Fauché compagnie, hier après la prière du soir. Oui. Mais merci beaucoup. Je voulais juste rappeler, regardez ce qu'ils ont fait avec Kadhafi. Ça fait des années qu'ils ont essayé de l'éliminer jusqu'à ce qu'ils l'ont eu. La dernière fois, rappelez-vous, la carte du Mali, qu'ils ont essayé de le diviser. Le Mali, ils ont le projet de le diviser en deux, pour l'Azawad et l'autre côté. Ces gens-là ne vont jamais lâcher. Que Dieu protège Assimi Goïta et s'en occupe des chocs, mais sauf qu'il faut qu'il prévoie à former d'autres plus grands, plus dangereux qu'eux. Comme ça, sinon on ne s'en sortira plus jamais. Et il faut absolument le soutien de toute la population. Nous autres, comme les Ivoiriens, ils ne sont même pas au courant. C'est le manigance entre le président, là, le pantin là, et l'Élysée. Donc je vous remercie bien. Et puis surtout, souvenez-vous de ce que le pauvre parfait nous chante tout le temps, depuis 10 ans. Nous étant en état de confetti, là, ils vont encore essayer de nous disloquer complètement. Ah, oui. Donc vraiment, courage et merci beaucoup pour tous les efforts que vous faites pour rassembler tout le monde. Merci. Allez, bonne soirée les gars. Allez, très bonne soirée mon cher Dimi. Merci pour l'appel. Alors, je crois que c'est Peter Brown qui nous appelle depuis l'Écosse. Bonsoir Peter. Bonsoir, M. Bachir. Merci beaucoup, Call Center. Je veux saluer vos invités, M. Parfedom, et les autres que je n'ai pas vus. Je vais être très, très bref. Vous savez, ça fait rigoler un peu de côté Russia parce qu'on constate que l'aveu de puissance des instigateurs de ce qui s'est passé ne savent plus quoi dire pour essayer de justifier this act. Mais la vérité va sortir très bientôt et vous verrez. M. Assimi Goïta est un militaire et il est très sage, c'est un stratégique, donc il sait ce qu'il fait. Maintenant, ceux qui ont été commandités, comme on le constatait tous, hein, même les gens de MINUSMA ont nié le fait, ils ne peuvent pas reconnaître la présence de ces militaires ivoiriens. Ça fait que même l'Allemagne a dit qu'elle voit un peu le superflu dans ce qui s'est passé. Alors, comme l'affaire est partie à l'ONU, ça va s'arranger entre les boss. Je parle des five boys, Russia, Great Britain, USA, China et France. Donc, ils vont s'expliquer là-bas avant que ça n'aille même dans la commission du Conseil de sécurité. Donc, soit la France, elle capitule et puis elle laisse tomber la Côte d'Ivoire dans cette accusation, soit elle essaie de se justifier et maquiller. Mais malheureusement, on a constaté que même les chaînes RFI a publié cela dans son journal de matin, ce qu'il appelle le continent, pour dire qu'il y a des incohérences dans ce que les militaires ivoiriens ont dit et la version originale. Donc ça veut dire qu'il y a eu une tentative d'insertion pour un coup d'État. Et je crois que le Mali se trouve dans le droit international de demander des comptes à la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas tout dire sur Foyo Média, mais wait and see. Vous allez voir bientôt que des pages vont être tournées. Merci beaucoup. Thank you so much. Bye. Merci, thank you. Bye. À vous également, cher Peter. Madame Alice Kouassi nous appelle de France. Bonsoir, Alice. Alice Kouassi, bonsoir. Alors, vraiment, c'est la honte des Ivoiriens, c'est la honte de notre pays qui a encore été rabaissé. C'est la honte du continent africain qu'un pays africain, un pays frère se permet de déstabiliser, de punir, de tuer, de décapiter les autres frères africains. Ouattara, quand il avait les problèmes avec la Côte d'Ivoire, au temps de ses coups d'État, c'est au Mali qu'il était réfugié. Ce sont les Maliens qui ont pris Ouattara à bras le corps pour le protéger avec sa famille. C'est au Mali il était et puis il lançait des messages à la Côte d'Ivoire pour déstabiliser notre pays. C'est Ouattara, là, s'il était au Mali, c'est au Mali il était caché. Mais il ne veut même pas voir même ceux qui sont au pouvoir. Qu'est-ce que les Maliens ont fait à Ouattara? Son pouvoir actuellement où il est assis, là, ce sont les Maliens qui l'ont aidé aussi. Tous ceux de la CEDEAO, là, ils ont aidé Ouattara à s'installer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, c'est lui qui prend le couteau pour les poignarder. Franchement, c'est grave. Moi, je demande au président Assimi Goïta de chasser déjà, de chasser l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Normalement, il devait le chasser du Mali. Le premier jour, cette histoire s'est produite là, il devrait même
dire à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire de quitter le Mali immédiatement. D'abord, commencer par là, et puis lancer aussi un mandat d'arrêt international contre Ouattara, parce que ce n'est pas sa première forfaiture. Hein. Ouattara, il a commencé à déstabiliser le Gabon. Souvenez-vous de l'élection présidentielle du Gabon. Il avait envoyé quelqu'un là-bas pour déstabiliser Omar Bongo. Je ne sais pas si c'est Omar Bongo ou bien comment il s'appelle celui qui est là actuellement. Et puis, ils ont pris son envoyé, il a fait la prison au Gabon. Quand il est quitté là-bas, il a envoyé encore l'armée au Burkina pour déstabiliser le Burkina. Aujourd'hui, il est sur les Maliens. Qu'est-ce que l'Afrique a fait à cet homme? Maintenant, voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, il a été pris la main dans le sac. Tous ces bras qui étaient avec lui, aujourd'hui, ils se retirent, ils l'ont régné carrément. L'Allemagne dit on n'est pas dedans, l'ONU dit on n'est pas dedans, même la France même le rejette. Il est seul maintenant en face du peuple africain. Par contre, son coup, là, si ça avait marché, tout le monde allait être content. Mais comme il a foutu en l'air, tout a été mis, comment on appelle ça, en déroute. Voilà maintenant tous ces gens qui étaient avec lui en cachette, ils l'ont régné carrément. Voilà, Ouattara, il est seul contre tous aujourd'hui. Je ne comprends pas comment un Africain peut être prêt à détruire un autre Africain pour que le blanc soit heureux. Pourquoi il se comporte comme ça, cet homme? Pourquoi il est toujours dans les coups bas? Le Mali, c'est l'Afrique, quoi. Franchement. Comment Ouattara peut se comporter ainsi à son âge? C'est un djihadiste, mais c'est un poutiste, c'est un djihadiste en puissance, quoi. Se comporter ainsi, mais il est trop grave, ce mec. Il faut l'arrêter maintenant parce qu'il va détruire le continent. Celui-là, il doit être mis aux arrêts. Ouattara d'abord. Parce que quand il se réveille, il faut qu'il y ait un président africain qui tombe. Quand il se réveille, il faut qu'il y ait un président africain qui tombe. Cet homme, il doit être arrêté. Il doit être mis aux arrêts de suite. Il faut qu'Assimi Goïta porte plainte contre lui et lance un mandat contre Ouattara. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est criminel. L'armée qui est partie au Burkina, au Mali, là, si on les avait pas arrêtés, ils allaient commettre des dégâts pas possibles. Pour aller tuer les gens, ils pourraient même tuer Assimi Goïta et toute la bande malienne. Qu'est-ce que les Maliens ont fait? Ceux qui sont au pouvoir, ils sont là pour chasser les djihadistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on se comporte comme ça envers eux? Franchement, bon, je vous remercie parce que ça commence à me gonfler, là. Au revoir. Merci, Madame Alice Kouassi, pour la contribution. Alors, on va revenir vers le plateau. Je crois qu'on a encore une bonne vingtaine de minutes, hein, je crois bien. 20 minutes. C'est ce que me dit la régie. Eh bien, on va y aller. On reprend le tour de table. Messieurs, vous avez remarqué, vous n'avez que parlé une fois. Le reste, c'était nos téléspectateurs. C'est l'interactivité de nos émissions sur les antennes de Foyou Média. Jonathan Batengene, après avoir écouté les uns et les autres, et après avoir pris la chute de l'analyse de Patient Parfum d'Homme, ma question est celle de savoir, est-ce qu'il y a un risque de confrontation entre la Côte d'Ivoire et le Mali en ce moment, et à qui cela profiterait? Effectivement, nous disions que l'OTAN a déjà son plan de guerre. Le ministre de la Défense espagnol avait été clair. Hein. Il a dit quelque chose et le ministre des Affaires étrangères est venu démentir sur l'appel du ministre, sur interpellation du ministre des Affaires étrangères malien. Oui. Il avait dit qu'il n'est pas exclu que l'OTAN intervienne au Mali. Oui. Comment dans ce scénario d'intervention se dessinerait? C'est comment ce processus qui est mis en branle. Actuellement, il y avait 16 soldats qui devaient être au Mali, les forces spéciales ivoiriennes, dans une mission clandestine, devaient réaliser quelque chose qui devait certainement susciter l'intérêt international. Est-ce que vous essayez de nous dire que, en cas de confrontation entre le Mali et la Côte d'Ivoire, l'OTAN prendrait position pour la Côte d'Ivoire? Très clairement. Très clairement, il n'y a rien à dire. L'OTAN connaît son camp. Les gens ne doivent se douter de... Tout ce que vous voyez, c'est du cinéma. Madame Kouassi, elle a raison. Ces gens, aujourd'hui, renient M. Ouattara parce que le plan a échoué. Parce que les forces spéciales ivoiriennes qu'on avait surestimées. Et d'ailleurs, ce serait intéressant que les services spéciaux maliens publient un peu les résultats de chacun des membres de ces forces spéciales pendant les entraînements. Vous verrez que c'est les meilleurs qui ont été sélectionnés. Oui.
parce qu'on se dit qu'avec eux, le risque d'échec est minimisé. Et donc, ils sont venus pour réaliser la mission au compte de l'OTAN. Ils sont la continuité de l'OTAN sur les territoires africains. Et actuellement, comme ça a échoué, SAS dit que ce n'est pas eux qui avaient mis à missionner ces gens. Tout à fait. La MINUSMA a dit qu'on ne les connaît pas. Première raison. C'est faux. Tous ces gens les connaissent. Il faut bien que les Africains le sachent. Tous ces gens les connaissent. Et tout ce qu'ils devaient faire était effectivement dans l'ordre des choses qui avaient été communiquées par Jonathan Batengene, juste pour vous relancer, vous avez écarté justement, et ce n'est que la suite logique, puisque ce n'est pas vous qui l'avez fait. Alors, la raison de la rotation, le prétexte de la rotation au niveau de la MINUSMA a été balayé. Et également, pour la sécurisation de SAS, balayé également. Et les Allemands aujourd'hui qui disent aussi que ce n'est pas eux. Alors, ça veut dire qu'il y a une raison qui reste, mission confidentielle. Alors, la question que je vais poser, c'est d'ailleurs celle que posait ce matin encore Siké Doumbé. Alors, quand on dit que c'est une mission confidentielle, maintenant, jusqu'où peut aller cette confidentialité de la mission? Ce serait bien que vous invitiez un militaire pour qu'il vous explique ça en ces termes. Oui. Mais notons que les forces spéciales, c'est des forces qui peuvent intervenir. Je prends le mot de quelques-uns que j'ai rencontrés. Incognito. C'est des gens qui doivent agir sans être découverts. Ils ont un temps limité d'intervention qui ne dépasse jamais 5 minutes. Oui. Vous vous imaginez? Ça veut dire que c'est des gens hyper entraînés pour réaliser une mission en très peu de temps. Si on a envoyé des forces spéciales, c'est qu'il y avait un plan pour réaliser des choses très vite au Mali. Oui. Et très vite se refondre dans la foule et donner l'impression qu'on est effectivement dans un mouvement d'humeur. L'OTAN cherche la petite étincelle. Si ça ne vient pas de la MINUSMA, ça viendra des forces spéciales d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est désormais l'information que nous devons avoir. Mais comme le disait aussi le grand frère Patient, tout ce que nous sommes en train de voir, c'est le scénario de l'OTAN pour qu'on parvienne à une guerre. Ils se sont dit, si on ne peut pas renverser le gouvernement malien par des mécanismes de pression internationale, on procédera par une guerre conventionnelle. Vu que la guerre asymétrique a échoué, les terroristes sont en difficulté. Oui. Les Katiba Massimna et autres, ils sont désormais en débandade. Ce qui leur reste, c'est la guerre conventionnelle. Mais ils se disent une chose, si c'est l'OTAN qui intervient directement sur le territoire africain, tout le monde se dira, ah, l'OTAN encore, ça a une odeur de déjà vu, et actuellement, les peuples peuvent se révolter. Ils suivent nos émissions. Ils comprennent les appels. Ils savent que si c'est eux, les peuples africains vont prendre des mesures contre leurs entreprises sur les territoires africains. Mais ils se disent une chose. Au lieu que de procéder par nous-mêmes, confions cela à un pays qui nous est allié sur le continent africain. On a confié cela à la Côte d'Ivoire. Oui. Monsieur Ouattara qui veut jouer les larbins, qui trouve un malin plaisir à se mettre en scène dans le parrainage de la criminalité, s'est dit, voilà une chance encore de paraître le bon serviteur de l'Occident. Ce monsieur est simplement dans son larbinisme habituel. Aujourd'hui, il n'a pas seulement posé un acte contre le Mali. Monsieur Bachir, Ouattara arrive au pouvoir avec le concours de 3 pays. Le Mali, la Guinée, le Burkina Faso. Dans son entretien avec Boubou Cissé, il dit que la réunion de la CEDEAO va concerner le Mali et la Guinée. Il ne cite jamais le Burkina. À l'époque, on n'était pas très attentif. Oui. Mais quand vous écoutez, il ne cite pas le Burkina. Donc, en fait, pour lui, le Burkina est acquis. Mais aujourd'hui, les Burkinabés ont été humiliés avec le retour du criminel Compaoré. Ils ont été nargués. C'est la première provocation. Oui. Il a déchu M. Rochemar Christian Kaboré parce que dire que ne pas citer le Burkina dans sa discussion, ça voulait dire que c'est lui qui a commandité la déchéance de M. Kaboré. Très bien. Un autre élément, le peuple guinéen. En 30 secondes. Il dit que la réunion de la CEDEAO va concerner le peuple guinéen. Donc pour lui,
le peuple guinéen est un des peuples concernés par sa guerre stratégique. C'est les 3 peuples qui l'ont installé au pouvoir. Il a fait la guide, il leur déclenche. Quelle bonne façon de remercier. Je vais revenir à vous. Vous avez compris. Je voulais savoir qu'avec le temps, bouclons notre tour de table, il n'y a pas de problème. Édition spéciale sur les antennes de Foyo Média. On retourne vers Delphin Mouyompondou du côté de Gitega au Burundi. Delphin, alors quand on a écouté quand même les explications, l'analyse, j'allais dire, de Jonathan Batengene à l'instant, ma question serait de savoir que gagne la Côte d'Ivoire à accepter de sous-traiter dans une opération comme celle-là. Cette Côte d'Ivoire, il faut bien le rappeler, ça fait à peine quelques années seulement qu'elle sortait d'une guerre qui l'a fortement divisée. Les Ivoiriens l'ont ressenti au plus profond de leur chair. Alors que gagnent les autorités ivoiriennes actuelles à accepter une telle mission? Oui, c'est une très bonne question, mon cher Bachir, mais sans vouloir faire ton travail à ta place, je pense que la véritable question serait de savoir ce que gagne M. Ouattara. Parce que nous avons vu beaucoup de ses compatriotes, enfin, beaucoup d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes se démarquer complètement de ce monsieur. Donc, je pense qu'il faudrait lui poser la question. Vous savez, dans la tête d'un larbin, il ne doit pas avoir la même façon de réfléchir que nous. Quelqu'un qui accepte de lui-même de se faire larbin, pour moi, c'est l'un des plus grands mystères du monde. Quand vous subissez la domination, là, je peux le comprendre. Vous n'avez pas le choix, on vous torture, on vous assassine. Oui, on utilise la force. Mais quand de vous-même, vous décidez de devenir un larbin, un esclave, c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Mais si tu me permets, j'aimerais rebondir sur 2 éléments qu'ont mentionné mes frères sur le plateau. L'Asie, de façon globale, le continent asiatique est fermé pour les gens soi-disant démocrates. Il y a dans ce continent 7 pays qui ont la bombe atomique. Certains, c'est de façon officielle, comme la Russie, d'autres, c'est de façon officieuse, comme le Pakistan ou la Chine. Mais ils ont tous des têtes nucléaires. Ajoutez à cela la petite Corée du Nord. Les missiles nord-coréens, pour atteindre une ville, enfin un État comme Los Angeles ou une ville comme Berlin, il leur faut à peu près 20 minutes. Et les missiles russes, surtout les missiles supersoniques qui vont à la vitesse carrément du son, je ne pense pas avoir besoin d'illustrer ce que ça donnerait. Donc, il leur reste quoi? Et nous avons vu récemment, lors du sommet américain, les chefs d'État du Mexique, de l'Argentine, faire la leçon aux grabataires de la Maison-Blanche. Donc, il leur reste quoi? Aujourd'hui encore, Madame Kamala Harris s'est mise en spectacle en disant qu'elle allait ouvrir des ambassades supplémentaires dans la zone du Pacifique parce que, du point de vue de la Maison-Blanche, cette région n'avait pas assez été considérée ces dernières années. Ça veut dire que ces gens-là sont conscients que le monde leur est fermé. Donc, il ne reste plus que l'Afrique. L'Afrique, c'est la seule cour de récréation où ils ont encore l'espoir de galoper, comme ils l'ont fait à l'époque où ils assassinaient nos aînés. Et donc, à partir de cela, un risque, pas de véritable guerre. À mon avis, il n'y aura pas de véritable guerre, mais il y aura des guerres par interposition. La Côte d'Ivoire ou le Mali, ou même l'ensemble de ces pays, pourraient devenir un autre, comment dirais-je, pourrait devenir un autre théâtre facilement où la Russie serait confrontée aux États-Unis à travers les troupes d'un côté maliennes et ivoiriennes. Ce n'est pas nouveau. Rappelez-vous le cas de Jonas Savimbi. Jonas Savimbi était utilisé par l'ancien président Reagan et en face de lui, nous avions notre frère qui vient de mourir il y a peu, paix à son âme, Dos Santos, qui était soutenu par le camp soviétique. Donc, il y a un véritable risque là-dedans, d'autant plus que, comme je viens de l'expliquer, le reste des continents leur est fermé. Donc, ils sont, j'allais dire, ils sont dans une logique de se dire qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils doivent mettre des bouchées doubles pour que l'Afrique ne leur échappe pas.
vous n'imaginez pas ce que ça peut faire dans la tête, je vais le dire simplement, d'un blanc, aujourd'hui, de savoir que toute la planète sait qu'il n'a pas de gaz sous ses pieds, il n'a pas d'or sous ses pieds. Tout ce qu'il avait depuis 60 ans, en grande partie, est volé à l'Afrique. Donc, il y a une double torture chez eux, à la fois psychologique, mais aussi financière. Donc, à partir de ce moment-là, le risque de guerre, du moins de conflit, de tension, n'est pas à prendre à la légère. Mais j'aimerais atténuer ce même risque en disant que les peuples aujourd'hui sont suffisamment matures pour ne pas se laisser faire. Même si Ouattara dispose de ces mercenaires, je ne vois pas comment il pourrait éradiquer toute la population ivoirienne sans que l'un d'entre eux ou 10 d'entre eux ne parviennent à le neutraliser. Donc les peuples ne se laisseront pas faire. C'est pour ça d'ailleurs je suis content que les Nendom aient tenu à insister sur ce point en appelant nos frères et sœurs ivoiriens et maliens à surtout ne pas accepter de se faire instrumentaliser. Une fois que ces deux aspects de l'équation auront été résolus, eh bien, l'influence, donc soi-disant démocrate dans cette région ira en diminuant, comme il est parti en diminuant en Asie, notamment du côté de l'Ukraine ou de Taïwan. Donc, franchement, pour moi, ce sont les deux éléments les plus importants. Et pour sortir, j'insisterai vraiment sur le fait que ces mercenaires ne doivent pas être, j'allais dire, relâchés aussi facilement. Il faut qu'ils soient soumis à un véritable interrogatoire. Je vais donner un exemple pour illustrer mon propos. Dans le Burundi des années 90, c'est comme ça qu'à l'époque où les Burundais se laissaient avoir avec les bavardages à base de Tutsi et Hutu, c'est comme ça qu'il y a eu une véritable épuration dans l'armée burundaise de l'époque, ce qui nous a mis en retard. Heureusement, le retard a pu être rattrapé avec ce que vous avez vu depuis le président Nkurunziza. Mais il ne faudrait pas que les Maliens tombent dans ce piège. En tout cas, il ne tombera pas, on l'espère de tout cœur. Merci à vous, cher Delphin. Alors, patient parfait d'homme, au nom de tout et au nom de tous, c'est à vous qu'on remet, bien sûr, la parole pour refermer cette édition. Et pourquoi pas, avec une question qui revient, est-ce qu'à ce stade des tensions entre le Mali et la Côte d'Ivoire, un règlement à l'amiable est encore possible? Un règlement à l'amiable aurait été possible si seulement si ce que nous voyons là était une volonté propre de l'État ivoirien de s'attaquer au Mali. Mais je suis en train de vous l'expliquer. Oui. Ouattara ne fait que rendre l'ascenseur à ceux qui l'ont fait roi. Il leur est fidèle, et comme homme lige, comme chien couchant de l'impérialisme, il est obligé de répondre positivement à leurs injonctions. Je reviens sur la guerre du Biafra. C'est très important. C'est très important, cette guerre du Biafra. N'oubliez pas que si le président camerounais Leopoldo Kamada Udjo avait permis que le Cameroun soit une base arrière pour les troupes biafraises, peut-être que la guerre au Nigeria aurait eu un autre dénouement. On ne sait jamais. Malgré les pressions de Foka, il a dit « je n'accepte pas ». Deux pays ont accompagné Foka et la barbouzerie française dans cette entreprise. C'était le Gabon et c'était le second pays, vous savez lequel? La Côte d'Ivoire de M. Houphouët-Boigny. Encore. Ah oui. Quand M. Odjoukou est défait et qu'il est obligé d'être exfiltré de son pays, vous savez où il va nicher? En Côte d'Ivoire, à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire qu'il va prendre sa retraite avant de revenir au pouvoir. Faisons très attention à ce qui est en train de se passer. On dit nos peuples sont mûrs, mais l'Occident s'en fout. Ils ont perdu l'Afghanistan, où vous avez découvert et du pétrole et du lithium. Ils sont indépendants parce que si la Chine fait même base au niveau de Taïwan, c'est-à-dire qu'ils vont faire aussi même base sur la principale usine de production de semi-conducteurs au monde. Attention. C'est la Chine qui a presque 90% aujourd'hui des terres rares qui sont un peu commercialisées dans le monde. L'Occident a quoi? Quelle autre réserve? Et dans quel espace? Pour pouvoir concurrencer ou bien essayer de colmater ce déficit. C'est sur le continent africain. Oh, au Mali, on a trouvé du lithium, on a trouvé de pétrole, etc., de l'uranium, etc., etc.
Donc faisons très très attention avec cette démarche que nous voyons là. Moi je pense et j'insiste, je dis au peuple malien et au peuple ivoirien, ne vous laissez pas instrumentaliser. Troisièmement, pour sortir Bachir, ce que nous venons de voir là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Moi je ne suis pas naïf. Oui, 2 personnes peuvent faire un coup d'État, mais les 49 mercenaires là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a déjà dans les plans, soit déjà à l'intérieur comme cellule dormante, soit déjà comme programmation des gens qui vont rentrer dans le Mali par des voies diverses. Ça peut être par le Burkina, sous forme de djihadistes. Ça peut être par le Niger, sous d'autres formes. Il y a déjà un plan bien établi pour essayer de créer la chenille au niveau du Mali. Mais heureusement pour les Maliens, ils ont de grandes oreilles. Qui écoutent des faits et gestes et qui ont même des yeux en profondeur pour savoir ce qui se passe. C'est ça l'avantage d'avoir un partenaire aussi important que la Russie. Mais je vous assure, le projet de déstabilisation du gouvernement malien, il est en marche. C'était le premier galop de sel qui a été éventré. Cela ne signifie pas que les autres vont se dire c'est terminé, on baisse les bras, on ne peut rien faire contre les gens. Ils vont revenir à la charge parce que c'est une question de survie pour l'Occident d'Afrique. C'est une question de survie géopolitique pour le Soudan, de maintenir ce monde unipolaire, parce qu'il ne veut pas de monde multipolaire. L'Afrique est donc un enjeu central aujourd'hui dans cette guerre-là, et les peuples maliens et ivoiriens ne seront que les dindons de la face d'un individu au statut d'une oligarchie au pouvoir comme celle qu'on voit en Côte d'Ivoire aujourd'hui, où ni M. Alassane Dramane Ouattara a été incapable d'assumer ce communiqué, ni son premier ministre Patrick Hachi, moi encore, le ministre de la Défense, le petit frère de Dramane Ouattara, qu'on appelle photocopie, Birama Ouattara, c'est dire que dans cette affaire-là, vraiment, non seulement ils ont été pris la main dans le sac, mais la honte, n'est-ce pas? Et ils ont perdu la face complètement vis-à-vis des peuples de la CEDEAO, mais de l'Afrique en général. Je pense que le Mali doit être plus que jamais, extrêmement vigilant. On ne sait pas de quoi demain est fait. Mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Ce qui est sûr, en ce qui se fait aujourd'hui, c'était l'édition spéciale. Je suis les antennes de Foyo Média. Merci à vous, messieurs, et merci à tous. Vous ne zappez pas, puisque même dans le journal, vous retrouverez beaucoup d'éléments qui vous renseigneront sur cette affaire entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Bonne suite des programmes sur Foyo Média.